Les 62 km de voies reliant Nantes à Châteaubriand apparurent à la fin du XIXe siècle. En ces temps d'âge d'or du ferroviaire, élus, industriels et commerçants locaux menèrent une longue bataille pour que le quadrilatère Rennes-Laval-Angers-Nantes, dit quadrilatère du vide, soit traversé par une voie ferrée, préalable à tout développement économique. Pendant des années, les discussions firent rage sur le tracé définitif, le nombre et le classement des gares, l'emplacement et la quantité de passages à niveau. Finalement, la Compagnie d'Orléans inaugure la ligne Nantes-Châteaubriand le 23 décembre 1877. Elle compte 6 gares intermédiaires. Son profil, comme disent les cheminots, est aisé. Chaque ligne avait son règlement. En voie unique, signalisation simplifiée, toutes les aiguilles, il fallait les prendre à 30 à l'heure. Il y avait une pancarte gare. La distance, je ne me rappelle plus, si c'est à 800 mètres ou 600 mètres, je ne me rappelle plus exactement. Et puis, à l'aiguille, vous devez tomber à 30 à l'heure. Pas de feu? Ah non, pas de feu. Non, non. C'est pour ça qu'on dit signalisation simplifiée. Qu'est-ce qui commandait? Il y avait la gare de Doulon, il y avait Saint-Joseph, il y avait la Chapelle-sur-Erdre. De la Chapelle-sur-Erdre, il y avait après, alors Sucé, il n'y avait personne non plus, Nord-sur-Erdre, Abaret, Issé et Châteaubriand. C'est tout ce qu'il y avait alors, comme personnel pour commander, si vous voulez, chef de gare, ainsi de suite. La sécurité est assurée par les chefs de guerre. On appelait ça cantonnement par cantonnement téléphonique, c'est-à-dire de gare à gare et se téléphoner pour éviter les collisions entre deux trains, évidemment. À part une petite rampe dans le sens de Nantes-Châteaubriand pour arriver à Boré. Il y avait une petite entourement, c'est pour un profil difficile. Avant-guerre, le matériel roulant est bien sûr à vapeur. Il y a eu évidemment des locomotives à vapeur 140H, 141C. Les machines à vapeur, on était deux, un mécanicien qui assurait la conduite et le chauffeur qui faisait du feu, évidemment. À Nord-sur-Erdre, il y avait une prise d'eau. Le château d'eau se trouvait à proximité de la gare et l'eau était pompée dans l'Erdre. Il y avait une vanne à ouvrir et par déclivité, ça arrivait dans le Tinder. Le chemin de fer ne crée pas seulement des emplois pour le personnel roulant. La ligne Nantes-Châteaubriand compte ainsi des postes de garde-barrière. Sur les 41 passages à niveau qui la ponctuent, une dizaine sont gardés, en général par des couples et parfois par une femme seule. Ma grand-mère était garde-barrière. Elle est arrivée au mois de mars 1927 à proximité de la halte de Saffré-Joué, qui se trouvait donc entre Nord-sur-Erdre et Abaret. Et la gare de Saffré-Joué assurait juste le service voyageurs. Il n'y avait pas de desserte marchandises. Ce PN-là lui avait été remis parce qu'il n'y avait pas une fréquentation importante et en plus, il n'y avait pas de train de nuit. Il n'y avait pas besoin de se lever la nuit, rien du tout. Ils savaient les horaires où le train devait passer, c'est eux qui devaient surveiller et fermer leurs barrières en temps utile. Il n'y avait pas de sonnerie, rien du tout. Et en plus, quand il y avait des trains supplémentaires, ils étaient annoncés. Il fallait qu'ils regardent les trains qui passaient, voir s'il n'y avait pas un drapeau qui annonçait, sur le dernier wagon, qui annonçait s'il y avait un train supplémentaire à venir. Il fallait qu'ils aient l'œil. Avant-guerre, le trafic sur lequel veillent ces gardes-barrières est restreint, mais le transport des marchandises joue tout de même un rôle économique. La mise en place de la ligne a en effet permis à ces deux extrémités, Nantes et Châteaubriand, le développement de quartiers industriels tournés vers la métallurgie et la construction mécanique. À Nantes, autour de la gare de Saint-Joseph de Porterie, se sont installées la minoterie Saint-Joseph, la Compagnie Générale Électrique de Nancy, qui deviendra l'usine Saunier-Duval, la Compagnie Générale des Machines Agricoles et la grande usine de construction de locomotives des Batignolles. Pour sortir les locomotives, il fallait un embranchement particulier. Et il y avait du terrain, il y avait des fermes, il y avait des terres. Là. Après, ils sont achetés tout un quartier, tout ce quartier-là. Une usine qui avait été étudiée, il y avait un grand bâtiment qu'on appelait la cathédrale. Puis de chaque côté, perpendiculairement, il y avait des ateliers où on fabriquait les roues, on fabriquait
il peut y avoir différentes... Et tout ça, ça venait se rajouter sur l'arête centrale de l'usine, et c'est là où étaient montées les locomotives et terminées, quoi. Comme tous les enfants, on avait un faible pour les trains, et avec mes frères, on venait voir le spectacle des grandes manœuvres le soir. Nous, on baptisait ça, comme gamin, mais le soir, effectivement, il y avait 3 trains à vapeur qui, en l'espace de 2 heures, se réunissaient en un seul. Alors, il y avait celui qui rentrait de Saint-Joseph, qui desservait toutes les usines du quartier de Saint-Joseph, les Batignolles, Saunier-du-Val, la métallurgie, les minoteries de Saint-Joseph aussi, avec une 140C, je me souviens. Et puis ensuite, il y avait les 2 trains de ligne. Et ça faisait un super train qui faisait bien toute la longueur de la gare d'Oulon. Et certains jours, il était même tellement long qu'il engageait les 2 passages à niveau. Si bien que les barrières restaient bloquées pendant pas loin d'un quart d'heure. Alors les klaxons allaient, c'est le cas de le dire, allaient bon train. À Nort-sur-Erdre, Issé ou à Barré, les trains de marchandises chargent principalement des produits agricoles, pommes, lait, foin et des engrais. Au terminus de la ligne, Châteaubriand s'impose comme un nœud ferroviaire important, avec l'essor d'un quartier industriel et la renommée de son foirail. À l'époque, j'ai connu donc le foirail de Châteaubriand, qui était très important, puisque je crois que c'était le 3e marché aux bestiaux de France. À l'époque, le marché variait entre 1500 et 2000 bestiaux par semaine. Et la SNCF, à l'époque, avait un bureau où on accueillait les marchands de bestiaux qui voulaient expédier des wagons. Le mercredi, des fois, c'était juste parce qu'ils embarquaient les bestiaux à la gare, sur les quais, là. Quand c'était dans le centre, peut-être de la Motte. Hein, les amener les vaches, amener les bêtes, les amener à la gare à pied. Hein. Les marchands de vaches et les vaches et les bêtes, ils les amenaient sur le quai, c'était embarqué, les bêtes. Et puis M. Rigaud, le père Rigaud, là, le café en face, il paillait les wagons. Alors, des fois, c'était chargé à la dernière minute. Il arrive, le wagon, un camion comme les cochons. Puis il y avait les cochons aussi, tous les jours. Wagons spéciaux à l'étage. Il arrive tout de suite, Ben oui, ben nous, on était prêts à tirer pour pouvoir raccorder, pour pouvoir... Hein. Châteaubriand était un marché un peu particulier, parce qu'il y avait ce qu'ils appelaient les bêtes de viande, qui descendaient souvent dans le sud-ouest de la France. Et il y avait aussi des bêtes d'élevage qui partaient plutôt dans le nord. Il y avait d'ailleurs une localité qui m'a toujours interpellé. Je pensais toujours un peu à l'Amérique. Il y avait une gare qui s'appelait Ken-Fort-Mahon. Bon. Mais il y en a eu beaucoup de bestiaux qui sont partis vers cette gare, à Ville, Lille. Et dans le sud, donc, il y avait des wagons qui partaient avec des bêtes de ce qu'on appelait de réforme, qui servaient à faire le cassoulet. Cette activité de fret n'est pourtant pas à la hauteur des espérances locales. Le miracle économique censé se produire grâce au train se fait attendre. La ligne est déficitaire. La Compagnie d'Orléans, devenue SNCF en 1938, n'investit pas et fait au contraire des coupes budgétaires. Pour les voyageurs, les trajets sont longs, mal commodes, les trains trop rares. Les voies sont donc colonisées par les riverains, et en particulier les plus jeunes, qui n'hésitent pas à les emprunter pour se rendre à l'école. On allait à pied à l'école, on avait 4,5 km ou 5 km, on allait à pied, mais on passait sur la voie ferrée. On appelait ça une planche, nous, mais c'était une petite passerelle. Et puis, gamin, on était un nombre assez important, on passait sur cette passerelle, après on traversait des champs, et puis on passait sur la voie ferrée pendant un petit bout de temps, quoi. Et puis on ressortait, on repassait à travers champs, et c'était notre façon d'aller à l'école. Le chemin le plus court. Le chemin le plus court. Nous, c'est pareil, on allait par la ligne aussi. Hein. Quelquefois, on avait la chance, parce que, je sais pas, on appelait ça la drésine, je ne sais pas si c'est le vrai mot, c'est ce qui transportait les ouvriers
qui travaillaient sur la ligne, ils partaient de Châteaubriand, puis quand ils venaient travailler sur Issé ou à Boret, ça correspondait, leurs heures correspondaient à peu près avec nos heures, nous, pour aller à l'école. Alors, quelquefois, ils arrêtaient, ils klaxonnaient, enfin, ils foutaient un petit coup de klaxon, oui, et puis ils s'arrêtaient, puis on montait dans la draisine, enfin, ça, on était contents. En plus, je pense qu'on a dû faire à peu près les mêmes bêtises que nos prédécesseurs, nos parents, nos grands-parents, mais peut-être pas tout à fait les mêmes, parce qu'eux se permettaient de faire la course avec le train, pas nous. Ces enfants vont être les premiers témoins des événements qui marquent la ligne pendant la Seconde Guerre mondiale. En sa qualité de nœud ferroviaire, Châteaubriand est choisi par les Allemands pour accueillir les prisonniers de guerre, anglais et français. Ils sont acheminés depuis Nantes en train. Quand les Allemands sont arrivés chez nous, bon nombre de soldats français ont été faits prisonniers à Nantes et ils ont emmené ces prisonniers dans un camp à Châteaubriand qui était le camp de Choiseul. Et on savait que ces types, ils mouraient de faim. Alors on avait, disons, dévalisé des boulangeries, avec la crotte des boulangers, et on leur apportait du pain. Et je me souviens qu'on craignait qu'ils ne s'arrêtent pas à la gare pour les ravitailler. Eh bien, nous sommes descendus auprès du pont et on leur balançait les pains, parce que le train, évidemment, roulait à très faible allure et on pouvait balancer les pains. Un certain nombre se sont déminés là parce qu'il y avait des sentinelles sur les wagons. Mais ils ont réussi à se déminer par derrière et le train est reparti, ils ont été libérés. Est-ce l'existence du maquis de Saffré tout proche qui se constitue en 1943 ou simplement le nombre de fermes le long de la ligne? Pendant la guerre, les Nantais viennent en tous les cas nombreux se ravitailler à la campagne. Je me rappelle surtout évidemment de la halte de Saffré, les gens avec les valises qui venaient au ravitaillement en campagne. Certains avaient quelques vélos, d'autres n'en avaient pas, ils faisaient tout leur parcours à pied, ils avaient repéré des fermes, fait connaissance avec des gens et ils se ravitaillaient, puis ils repartaient avec les valises. Il faut reconnaître que les Allemands n'étaient pas trop rigoureux quand même, parce qu'il y avait vraiment du trafic. Hein. Il y avait du monde ? Le quai de la gare de Saffré, je sais pas, moi, j'ai vu des fois 50-60 personnes à prendre le train qui venaient du ravitaillement. Et c'était des gens qui venaient d'où ? De Nantes, évidemment. Nantes Saint-Joseph. En ville, c'était les restrictions, hein, les cartes alimentaires. Alors, tout le monde cherchait partout des ravitaillements. Le pain, la viande, le beurre, évidemment. J'ai quand même connu des endroits où il y avait de temps en temps de l'abattage clandestin et les gens venaient chercher de la viande. En 1943 et 1944, la ligne connaît de nombreux bombardements alliés. Le 23 mars 1943, l'usine des Batignolles, qui produit des locomotives pour le front allemand de l'Est, est pilonnée. J'ai entendu la sirène de l'usine qui sonnait, annonçant une alerte, mais ça a été très rapide. Pas 2-3 minutes après, j'ai vu, de mon jardin des cités, je voyais le dôme des bâtiments et j'ai vu les avions, c'était les mosquitos anglais, on a su ça le soir, et toutes les bombes, sauf une, sont tombées sur l'entreprise. Toutes les victimes, il y en avait, je crois que c'est 35, ont été tués sur l'emplacement de l'usine. Alors l'usine avait été, les bâtiments avaient été très très abîmés. Alors, à la suite de ça, ils ont nettoyé, transformé l'usine, mais ils ont continué l'activité jusqu'en juin 1944, jusqu'au moment du débarquement. Les jours suivant le débarquement, les Anglais bombardent les voies pour empêcher l'acheminement du matériel allemand vers la Normandie. Le 26 juin 1944, un train de munitions qui venait du nord, enfin de la région nantaise, est arrivé en gare d'Issé et a été bloqué du fait des bombardements de la voie ferrée plus haut vers Châteaubriand et en montant vers la Normandie. Donc ces wagons, il y avait 42 wagons de munitions. Et dans l'après-midi du 27 juin, les avions de la Royal Air Force ont fait un tour ou même deux tours autour de la gare et ont commencé à mitrailler les wagons.
Et peut-être 2 heures plus tard, une autre escadrille est arrivée et a recommencé à bombarder avec des petites torpilles à ailettes qui n'ont pas toutes tombé sur la gare, mais ont même été disséminées sur les alentours, les villages avoisinants. Mon père est venu nous chercher toutes les deux avec la jument et la voiture, bien sûr, et pour venir, parce que c'était quand même dangereux de rester dans le bourg. Et il est venu nous chercher, mais on a eu de la chance parce qu'il bombardait la ligne à peu près tout le long de toute la voie ferrée, quoi, là. Et on passait, nous, la route, elle passait plusieurs fois dessus la ligne ou dessous. Alors, il fallait qu'on passe, et bon, on ne se posait pas trop de questions, mais on envoyait quand même les avions tout le long du chemin, nous, qui rôdaient autour. Ça, je me souviens qu'on avait quand même eu peur. C'était plutôt impressionnant, oui, alors c'était des explosions monstres, la fumée, les flammes, etc. Le lendemain matin, quand on est revenu, quand on a repassé dans l'agglomération, tous les appartements, il n'y avait plus personne, tous les fils électriques, les poteaux, tout était tombé, il n'y avait plus de carreaux aux maisons, c'était incroyable, quoi. C'était la guerre. Mais curieusement, il n'y a pas eu de victime. Pas de victime, aucune victime. Un mois après, un deuxième bombardement, alors là avec des bombes. Le pont qu'on vous voyez en face a été démoli. Les Américains, donc, quand ils sont arrivés, on a été libérés le 4 août 1944. Et il y avait un régiment qui était stationné dans la région de Châteaubriand et qui ont reconstruit un pont provisoire en bois. Les Américains donc, étaient stationnés à côté. Et nous, les gamins de l'époque, tous les matins, nous allions prendre le chocolat avec les Américains. D'ailleurs, c'est là qu'on a mangé les premiers chewing-gums. Voilà. La reconstruction des ouvrages d'art, détruits par les Alliés ou dynamités par les Allemands, comme le pont de la Jaunelière, prendra plusieurs années. Les stigmates de la guerre s'effacent peu à peu, mais 2 blessures restent vives. L'attaque du maquis de Saffré par les Allemands et les fusillés de Châteaubriand. Aussi, la visite du général de Gaulle, venu visiter la carrière des fusillés en 1960, touche-t-elle tout particulièrement les riverains. Quand on vous dit que le président de la République va passer dans votre petite gare de quartier, je ne sais pas si vous voyez, mais c'était un samedi midi, je crois me rappeler, et il y avait quand même plusieurs dizaines, peut-être centaines de personnes qui étaient là. Je peux vous dire que je me rappelle que le chef de gare avait ciré ses chaussures, et la tenue était impeccable, et puis quand la sonnerie a retenti et que les barrières se sont abaissées, on a vu arriver un autorail qu'on ne voyait jamais, un superbe autorail RGP, grande ligne, vert et crème, avec les tampons qui étaient tout argentés, avec des drapeaux bleu, blanc, rouge à l'avant. Et puis le général a salué la foule, tout le monde a applaudi. Il y avait une énorme foule pour voir le général de Gaulle passer à la Micheline. Et cette Micheline a d'ailleurs, en passant, a ralenti. Et De Gaulle a fait un signe de la main pour saluer la foule qui était présente. Sa tête touchait presque le plafond, puis il était très grand, le général. Et mes beaux-parents et puis mon futur mari, quoi, ils étaient à travailler dans la pièce, on disait le champ des pommiers. Je ne sais pas ce qu'il était à faire là, mais enfin, ils l'ont vu, le général de Gaulle aussi. Il leur faisait des bonjours, quoi. Pendant les 30 Glorieuses, le rail subit la concurrence grandissante de la voiture. Le trafic entre Nantes et Châteaubriand ne décolle pas réellement. Pourtant, le matériel roulant a fait des progrès. Le diesel est apparu. Plusieurs modèles d'autorail circulent sur la ligne, la 600 chevaux ou la Picasso notamment. Chauffeurs, collégiens et ouvriers développent leur petite routine ferroviaire rythmée par les horaires de la Micheline. D'abord, je vais en voyageur à Redon. Je fais un train sur Nantes et après, je vais à Châteaubriand. Je couche à Châteaubriand. Et le lendemain, je fais le premier train qui vient sur Nantes. Alors la Picasso, c'était la machine rouge et jaune, là, qui avait la cabine de conduite sur le toit. Donc c'était une machine simple, hein. Ça se conduisait comme une voiture, il y avait une boîte de vitesse, et en fait ça se conduisait comme un camion. Vous aviez l'inverseur, c'est-à-dire l'inverseur c'était soit dans un sens on le mettait comme ça, pour aller de l'avant, ou on le mettait de l'autre côté pour aller de l'arrière. Et les vitesses
C'était la première, on débrayait, on faisait double débrayage là-dessus. Hein. Première, hop, deuxième, troisième, quatrième, c'est tout. Pour monter dans la cabine, on avait un escalier, il y avait 4-5 marches, là. On dominait tout, là. Et puis, en bas, il y avait une soute à bagages où qui mettait les vélos, les bagages, et le chef de train qui était là, et la porte qui communiquait avec les voyageurs. Oh, c'est cool, ça. Alors la Micheline, c'était un engin donc bruyant, polluant, allant à faible vitesse. Ça, je me rappelle surtout de ça. Elle était jaune et rouge. Oui, elle était jaune et rouge. Alors la place idéale, en fait, c'était de se mettre devant parce que comme le conducteur, il était sur le toit, dans une espèce de cabine improbable là, en demi-cercle là, et pour qu'il voit mieux. Enfin, et nous, la meilleure place était devant, parce qu'on avait vraiment l'impression que, alors c'était au moment du collège, c'est nous qui pilotions la Micheline, quoi. On est en tête de train, on est le responsable du train. Personne ne nous embête, on n'a pas de, si tout va bien, on n'a pas de chef qui nous surveille. Quand même, le paysage était joli, on passait dans la campagne, donc la vitesse n'était pas élevée. Donc on avait le temps de voir ce qui était autour de nous. Et puis bon, c'était quand même relax un petit peu cette ligne. C'était pas de la grande vitesse. On était tranquille, disons, sur cette ligne-là. Alors le matin, on faisait avec une 600 chevaux au départ de Châteaubriand, avec 2 remorques, parce qu'il y avait du monde quand même à monter. Hein. À l'époque, il y avait encore les mines d'Abaret qui existaient. Et Nord-sur-Aire, beaucoup de gens prenaient pour remonter sur Nantes. Hein. Et dans l'autre sens, le matin, de Nantes à Châteaubriand, c'était une Picasso, comme je viens de vous dire, là, une 300 chevaux, souvent avec une remorque. Ce qu'on prenait le plus, c'était des écoliers qui allaient à Châteaubriand, au collège de Châteaubriand. Hein. Moi, j'ai toujours le souvenir d'arriver de chez mes parents, j'avais l'impression qu'il faisait toujours noir, quoi. Et on traversait tout le bourg, on se levait tôt le matin, je pense. Hein. Les ouvriers prenaient leur... Ouais, les ouvriers partaient en même temps que nous. Bien sûr. En fait, c'était ouvriers et collégiens, étudiants. Il y a effectivement une époque où la commune comptait plus de 3000 habitants. Oui. Et donc tous les travailleurs qui étaient logés dans les cités, qui arrivaient pour la mine là, ont bien dû trouver du boulot ailleurs. Donc tout le monde n'est pas parti, il n'y a pas eu un exode massif d'un coup, mais un exode de l'emploi, oui. C'est plutôt justement la fermeture de la mine que les ouvriers ont eu en plus recours à ce moyen de transport pour aller soit sur Châteaubriand ou Nantes pour les travaux qui étaient principalement les entreprises de construction, et c'était le bâtiment principalement, quoi. Mais c'est vrai qu'on s'ignorait superbement, quoi. On a 2 milieux complètement différents. Nous, on était avec les gens de notre âge et eux, ils étaient entre eux. Non, il n'y avait pas de dialogue. Le passage de la Micheline contraint quelque peu les riverains, en particulier les agriculteurs, dont les champs sont situés de part et d'autre des voies. Alors c'était toujours, il fallait passer devant les vaches pour voir si un train venait, et ça a été ça un peu qui notifiait toujours, c'était toujours par rapport au train, tu vas ramener les vaches quand le train sera passé, ou fais bien attention pour traverser la voie ferrée. Les parents emmenaient les troupeaux boire à un étang. Et comme il y avait 2 troupeaux, il fallait que chacun passe à son tour abreuver les animaux, quoi. Alors bon, là c'est pareil, il fallait qu'ils jonglent les 2 troupeaux par rapport aux horaires, quoi. On connaissait les horaires, c'était le matin, midi et soir. Mais entre-temps, quand même, il y avait le train de marchandises. Alors il fallait faire très attention, d'abord bien entourer les champs, forcément. Mais il ne sifflait pas toujours aussi, parce que le jour où on s'est fait tuer des bêtes, nous là, le train n'avait pas sifflé, parce qu'on était dans la cour ce matin-là, on parlait avec les voisins. Puis il y avait un peu de brouillard aussi. Puis bon, on parlait, on a laissé les bêtes s'échapper, on n'a même pas été devant, parce que souvent on allait devant quand même. Le train, quand il a vu les premières bêtes, c'est là qu'il a freiné, mais il sifflait, mais les bêtes n'ont pas entendu ça.
Ce qui nous a le plus marqué, c'est de voir le village de la Micheline, en fait. Parce que c'est comme ça qu'on voit, c'est comme ça que les gens nous voient d'en haut. C'est autant ça qui nous a, enfin moi personnellement. Hein, et puis d'aller à Nantes et de voir des lieux qu'on a l'habitude de voir, mais d'Héroï, enfin, de la Micheline, ça faisait pas du tout pareil. Dans les années 70, l'avenir de la ligne Nantes-Châteaubriand s'assombrit. La SNCF s'oriente vers un transfert sur route de toutes ces lignes déficitaires. Ça couvait depuis au moins 6 mois. Je me suis même permis, moi, de donner des tracts chez les commerçants en expliquant que la fermeture de la ligne de Châteaubriand, Nantes-Châteaubriand, c'était une catastrophe. Ça s'est pas très bien passé et on s'est battu, parce que j'étais dans le conseil à cette époque-là, avec le docteur Cadeau qui était maire de l'époque, et on a essayé de contrer ce projet de fermeture, mais sans succès, bien sûr. Mais les gens étaient mobilisés pour garder ce service. Malgré leurs protestations, élus et riverains ne réussissent pas à infléchir le cours des événements, et le 31 mai 1980, l'autorail effectue son dernier trajet voyageur. Pour l'occasion, un éditeur décide de faire une carte postale événementielle. Il avait appris la fin de l'exploitation de la voie ferrée qui partait de Nantes et qui rejoignait Châteaubriand, et qu'il avait appris aussi qu'il y aurait une manifestation sur place un samedi après-midi en fin de journée, ou tout début du mois de juillet, si je me rappelle, ou au mois de juin, fin du mois de juin. Et il me demandait si je pouvais me rendre disponible pour aller faire un petit reportage photographique sur cet événement. Le chauffeur, lui, a pris sa caméra pour immortaliser ce triste jour. J'étais un peu... ça me faisait mal au cœur. Hein. J'ai dit, là, il faut que ça tombe sur moi. Et puis, comme je vous dis, arrivé, en passage dans toutes les gares, j'ai filmé, super vite. Et puis à Nord-sur-Erdre, alors là, les manifestants, ils m'avaient barbouillé l'autorail avec de la peinture. Non à la fermeture de la ligne. Et puis et quand je suis arrivé à Châteaubriand, on est arrivé forcément en retard. Et pour la bonne cause, c'est que c'était le dernier. Puis tous les manifestants sont remontés, qui étaient venus de Châteaubriand, sont remontés dans l'autorail. Et arrivé à Châteaubriand, j'avais mon père qui était sur le quai. Alors lui, il était, comment je vais vous dire, défenseur aussi de la ligne, parce que c'est pas les autocars qui remplaceront, ça il ne faut pas y compter. Étant cheminot en retraite. C'était bon enfant sur les lieux, pas de cordon de police, pas de ganivelle, pas d'interdiction d'approcher. Ça ne semblait pas non plus être un événement d'une très très grande ampleur, mais il y avait déjà un tout petit rassemblement. Très vite, les locaux n'étaient pas fermés, et donc j'avais accès à tous les locaux et aux voies. Je vois encore, c'était des journalistes qui voulaient me prendre en photo devant l'autorail avec un groupe. Je n'ai jamais voulu. Non. Ah non, c'était plus fort que moi. J'ai jamais voulu accepter. C'était pour faire des cartes postales, pour faire le dernier train. Non. Les gens, après, même les communes environnantes ne venaient plus sur Abaret, puisqu'il était desservi par les cars sur Nozay ou ailleurs. Et c'est là qu'on a connu en même temps, du coup, une relative désertification, enfin, si on peut appeler ça comme ça, en tout cas une baisse de la population. On est arrivé, il y a 15 ans, c'était 1500 habitants. On a parlé de plus de 3000 tout à l'heure. Quelques trains de marchandises circuleront encore de manière sporadique. Le trafic de fret s'interrompt définitivement en 2008. La végétation a envahi les voies. La ligne Nantes-Châteaubriand sommeille jusqu'à sa renaissance. Mesdames, Messieurs, votre attention s'il vous plaît.
Il est 15h51 et comme prévu, nous arrivons en gare de Châteaubriand.